Bonsoir. On me pose souvent quelques questions, je l'apprécie énormément. Et j'aime expliquer rapidement au début de l'émission, chacune des émissions, quelles sont les questions, rapidement répondre. Celles qui reviennent le plus souvent, en France actuellement, il y a les candidats à la présidence de la France qui répètent constamment « nous avons besoin de signatures », autrement dit, d'appui. Et le nombre d'appuis nécessaires est de 500. Un candidat peut être candidat à la présidentielle s'il accumule 500 signatures de maire en France. La question qui me revient souvent, y en a-tu beaucoup de gens qui peuvent donner leur appui? J'ai deux chiffres. Alors, pour mes amis français qui écoutent l'émission, vous pourrez me le confirmer. Certaines personnes disent 36 000 et d'autres parlent de près de 42 000. Donc, il y en a plusieurs. Mais il semblerait qu'il est difficile d'aller chercher les appuis parce que nouvelle réglementation depuis un ex-président qui a dit désormais un maire doit dire ouvertement qu'il appuie tel candidat. Il semblerait que ça cause des problèmes. Donc, pour répondre à la question, c'est 500 sur un total d'entre 36 et 42 000. Je m'excuse de ne pas être précis. J'écoute pas mal tous les débats et les allocutions. Et il y a deux chiffres qui reviennent. Là. Fait que c'est peut-être 38 000, peut-être 40 000. Ça, c'était la première. Ça me fait plaisir de répondre à ce genre de questions-là. Il y en a une qui revient souvent. J'ai fait une émission sur BlackRock et Vanguard. J'en ai également fait une sur le pouvoir de l'influence ici au Québec. La firme McKinsey qui influence énormément François Legault et ce qu'on appelle son bunker. C'est un secret pour personne. Plusieurs personnes me disent « Gilbert, tu as fait un lien une fois avec BlackRock et sa puissance à travers le monde. » Je vais en refaire une émission parce que c'est incroyable. Quand on va le plus profondément possible concernant la puissance de BlackRock, Vanguard, et il y en a une autre, j'oublie son nom, qui sont très puissantes, qui ont des actifs énormes. Entre autres, BlackRock, je ne dirai jamais assez, c'est le PIB de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ensemble. C'est la puissance des actifs de BlackRock. Je vais y revenir. Pourquoi? Je vais répondre à la question, là, comment se fait-il qu'ils sont puissants? Ça provient de 2008. En fait, ça fait un peu plus longtemps que ça, mais en 2008, lorsque l'ensemble des gouvernements ont voulu éviter la catastrophe mondiale, la chute de l'économie, les gouvernements, sans s'en rendre compte, ont aidé BlackRock indirectement. Je ne veux pas en faire toute l'émission, mais je vais en faire une à la demande de plusieurs concernant justement qui contrôle, mais cette fois-ci, je vais l'expliquer de façon encore plus claire et c'est étonnant. C'est étonnant. Plus on va loin, plus on réalise que je me sens bien à l'aise de le faire, là. Les gouvernements ont les mains comme ça et BlackRock a une puissance incroyable. Je vais y revenir. Merci pour les questions. Je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, l'émission se divise en deux. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. J'ai dit que je commençais à parler de Montréal. Et je me dois, comme à tous les ans, depuis déjà bientôt 5 ans, que je me permets de faire une évaluation du budget de la Ville de Montréal qui a passé inaperçu. Il a passé inaperçu vers le mois de décembre 2021, qui, il n'y a pas si longtemps, étant donné qu'on est en pandémie. Les journalistes, qu'aujourd'hui, je prends plaisir à les appeler les chroniqueurs, parce que je pense qu'on manque de journalistes au Québec, là, vraiment. Alors, moi, je ne manquerai pas mon coup et ça va me faire plaisir d'en parler aujourd'hui en première partie. En deuxième partie, je me suis posé la question, justement, ce qu'on appelle la pandémie, appelez ça comme vous voulez. Je ne me gêne pas, il y a certains qui appellent ça la grippe chinoise, d'autres appellent ça le COVID, d'autres l'appellent le cocovid, d'autres l'appellent... peu importe le nom que vous donnez, sans insulte, je me suis posé la question, il arrive quoi avec les athlètes amateurs?
ceux qui sont jeunes, là, puis je peux vous dire quelque chose, je connais le milieu des athlètes amateurs, j'en étais un jeune en ski alpin. Et comment ces jeunes-là sont affectés? N'oubliez pas qu'on bâtit un athlète, là. Des fois, ça commence à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et là, de 12 à 16, 17, 18, 19, 20, c'est la période pré-olympique, olympique. Bon, bien, quand on perd 2 ans, il arrive quoi? Il arrive quoi dans le développement? Pas juste physique, mental. Donc, j'ai un invité en deuxième partie de l'émission qui va venir nous parler de ça. Quand je dis un athlète, j'en oublie tellement, entraîneur à différentes Olympiques. Et je vais lui poser la question, combien d'Olympiques a-t-il participé? Alors, c'est notre invité en deuxième partie. Ça va me faire plaisir de le recevoir, M. Daniel Saint-Hilaire. Maintenant, première partie. J'ai déjà étudié et je m'amuse énormément avec le budget de Montréal. Je le connais presque par cœur, je ne m'en cache pas. C'est mon livre de chevet dans le temps des fêtes. J'aime ça. C'est à peu près 442 pages, celui de cette année. Mais depuis l'arrivée de Valérie Plante, l'administration de Projet Montréal, c'est un roman. Il faut vraiment vouloir trouver les chiffres et faire ses propres calculs pour être capable de voir que le budget y est catastrophique. Ça ne peut pas être plus clair que ça, là. Ça a été dit en 2019. À peu près tous les médias l'ont dit. Catastrophique. C'est vraiment, là, quand on dit que Montréal, au Canada, est la ville la plus taxée, moi, je vais rajouter à ça la pire, la moins bien gérée. On le dit, puis lors de la dernière campagne électorale, je ne m'en cacherai pas, je ne le répéterai pas tout le long de l'émission, j'ai été candidat à la mairie de Montréal au sein d'un parti. Et on avait un programme. Aucun média veut en entendre parler et c'est de l'évidence. Il y a quelques points tellement évidents. J'ai commencé à lire le budget et à la première page, on s'en vante quasiment. On a plusieurs arrondissements et donc tout va bien. On est proche des citoyens. Ça paraît, hein, que je me retiens pour ne pas me choquer. Calique que ça n'a pas de sens. Écoutez bien ça. Montréal, là, c'est 19 maires. Tombez pas en bas de votre chaise. En bas de votre chaise, là, c'est 19 maires. Ça n'existe pas, je le dirai jamais assez, ça n'existe pas. Nulle part au Québec, nulle part au Canada, nulle part aux États-Unis, nulle part au Mexique, nulle part en Amérique du Sud. Ça n'existe pas. 19 maires. Pour gérer... Et là, j'ai le budget. Cette année de 2022, ça va être 6 457 millions. 977 millions. 1 milliard. Ça, le budget, là, on va dire 6,5 milliards. Bon, il y en a 1 milliard, toum! Ça se divise dans les 19 arrondissements. Chaque arrondissement a son petit pouvoir. Chaque arrondissement a son nombre d'employés afin d'aider le maire du quartier. C'est ça, c'est ça. Certains arrondissements ont, tenez-vous bien, là, ça va jusqu'à 689 employés dans Rosemont, la petite patrie. Et là, c'est ça. Et là, il y en a tout partout. Tous les arrondissements, ils ont leur maire, leur conseil d'arrondissement, nommez-les, leur hôtel de ville. Fait que là, il y a 1 milliard qui part, ça, c'est pour ça. Là, on est proche des citoyens. Il n'y a pas de trouble avec ça. Là, vous voulez savoir, il va-t-il y aller 1 milliard à la fois? Oui, ce ne sera pas long. Savez-vous ce qui passe, le deuxième? 1 milliard 96 millions. Pour la dette. Oh bien, Montréal. Ouais. Chaque fois qu'il y a un budget qui sort, à partir de maintenant, je ne m'en attendais pas cette année. Ça a été une surprise. Je ne m'en attendais pas.
ce qu'on appelle service de la dette. On vient de le péter. 1 milliard. Automatiquement, cet argent-là, oubliez-le. Fium! Pour la dette. Incroyable. Je ne serais pas capable de faire toute l'émission. C'est pour ça que j'ai divisé en deux. Parce que des fois, je vais avoir des sauts de cœur. Puis j'aime pas ça. Moi, vous le savez, moi, je tente d'être le plus clair possible. Alors, j'en reviens pas. J'en reviens pas, je vous le dis. J'en reviens pas. Maintenant, les promesses. Il y a des promesses qui ont été faites. Certains citoyens suivent ça de près. Ce que je peux dire, c'est que c'est décevant que beaucoup de citoyens à Montréal prennent ça pas tout à fait au sérieux. Je m'explique. 38 % des gens qui avaient le droit de voter ont voté. 38 %. C'est pas beaucoup. Mais on marche-tu que c'est un record? Montréal vient de battre un autre record. 38 % de la population qui a le droit de vote a voté. Pourquoi? Toutes les raisons que vous pouvez penser sont sûrement bonnes. Une chose est certaine, les médias n'ont pas aidé en expliquant, comme une boule qui tourne. Il y a juste 2 candidats. Il y a juste 2 candidats. Il y a juste 2 candidats. Je peux comprendre que les gens ont dit, bien là, s'il y a juste 2 candidats, puis ils s'appellent Coderre ou Plante, puis je ne veux pas ni un ni l'autre, je n'irai pas voter. Celle-là est facile. Ça peut être également les autres partis qui n'ont pas réussi à percer le secret des médias traditionnels. Toutes les excuses que vous allez dire sont peut-être bonnes, sont peut-être pas bonnes. Une chose est certaine, le directeur général a peut-être pas aidé également en ne faisant pas les promotions nécessaires de façon à expliquer qu'il y en avait 9 candidats à la mairie de Montréal, avec différents programmes. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Il n'y a pas d'excuse. C'est un fait. Donc, peu importe ce que je vous dis aujourd'hui et peu importe si ça fait l'affaire de qui que ce soit, ça va durer 4 ans. Puis là, aujourd'hui, je vais essayer de le diviser pour ne pas faire ça rien que dans un coup. Je vais m'arranger pour que la pilule passe. Moi, je suis rendu, l'émission, le candidat, c'est comme Pfizer. Moi, j'essayais de vous mettre ça, là, puis il faut que vous compreniez comment ça fonctionne, un budget. Mais là, à cette heure, on va marcher avec une pilule. Fait que je vais vous donner une pilule une fois de temps en temps, de semaine en semaine, pour que vous compreniez le budget de Montréal. Je répète, je le dirai jamais assez souvent, là, catastrophique. Catastrophique et de la manipulation de chiffres hors du commun. Là, je parle de chiffres. Attendez. Vous rappelez-vous que je vous ai déjà dit, quand est arrivée l'administration de Projet Montréal, la mairesse actuelle, Valérie Plante, il y a du texte, il y a du texte, il y a du texte, il y a du texte. C'est quasiment un roman. Et j'avais dit, je ne peux pas croire qu'il nous parle de résilience et de transition écologique dans la même phrase. Là, j'ai dit, je ne peux pas croire que déjà il parle. Ça, il en parlait lors du budget, des budgets précédents, celui de 2018 ou 2019. Eh bien, croyez-le ou non, je viens de recevoir une lettre. Le bureau a été créé. Moi, je pensais que c'était juste du vocabulaire. Non, ils ont créé un bureau à Montréal. Ça s'appelle le Bureau de la transition écologique et de la résilience. Et ça, l'objet de ceux qui vont recevoir cette lettre-là, tenez-vous bien, là. Tenez-vous bien. Ça fait pas mon affaire. On s'en va pas dans le bon sens. Je veux pas pousser. Je vais vous lire, là, c'est quoi, puis après ça, je vais vous donner mon opinion là-dessus. L'objet. Pourquoi j'ai reçu cette lettre-là et il y en est quoi, le sujet? C'est concernant le règlement sur la divulgation des émissions de gaz à effet de serre dans les grands bâtiments. Là, maintenant, il faut que tu... Quand j'entends le mot divulgation et nouvelle cotisation, là, je me dis, il y a une nouvelle taxe qui s'en vient. Eh bien, oui, c'est ça qui est l'objet et ça dit clairement qui est visé de front. Évidemment, les propriétaires qui ont tant de pieds carrés, tant de locataires, qui vont recevoir ça et ça provient... C'est une nouvelle taxe.
Mais là, pour qu'elle passe plus facile. Bureau de la transition écologique et de la résilience. Moi, il y a des fois, là... Ça fait de la peine de vous dire ça, mais on n'avancera pas, là. On n'avancera pas à Montréal. Surtout qu'ils ont annoncé. Là, je parle, ceux qui sont de Montréal le savent très bien, on le lit dans les journaux de Montréal. Mais ceux qui sont à l'extérieur de Montréal et qui n'ont pas l'occasion de savoir, Montréal, c'est pas la première fois. C'est arrivé dans le mandat de Valérie Plante lors du premier mandat. Normalement, à Montréal, il y a une augmentation de population. Il y a des jeunes qui quittent leur quartier, qui, loin des grands services, ils viennent s'établir à Montréal le temps de leurs études, spécialement universitaires. Et ils sont plus près de tous les services. Ils peuvent prendre le métro, peuvent se rendre à l'université, faire leurs études. Et ça se promène, ça rentre, ça sort pour un certain temps. Des fois, ça peut durer 4 ans, 5 ans. Et c'est comme ça que des fois, on conserve la population qui est un petit peu nouvelle, qui vient de l'extérieur et qui arrive. Également, celle qui ne fait pas mon affaire, le gouvernement du Canada ferme les yeux. François Legault n'en parle pas. Valérie Plante, oubliez ça. Ça ne vaut même pas la peine d'y en parler. Il y a un chemin qui est très facile à prendre qui s'appelait le chemin Roxham, qui a été utilisé énormément par des illégaux. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, t'es pas fin, c'est des illégaux. C'est ça, c'est des illégaux, ils n'ont pas d'affaires ici, puis ils sacrifient que moi, j'en mettrais de la pression si j'étais maire de Montréal pour aviser celui qui s'appelle premier ministre du Canada. Écoute-moi bien, répare-moi ce trou-là, ça presse. Parce que tu utilises des services de la métropole pour des gens qui sont illégaux, puis ça enlève de l'argent pour les légaux. J'ai aucune objection avec l'immigration. Falling, calique, comme tout le monde. Maudit. Je le savais que ça ne me choquait pas quand je parle de ça. Ceci dit. Montréal augmente sa population pour différentes raisons. Eh bien non. Pour la deuxième fois, et cette année, c'est pire. Encore une fois, je donne la chance à tout le monde de décider. Est-ce que c'est la faute du COVID? Les gens quittent les grands centres, comme Montréal, pour s'en aller plus loin et aller plus en campagne? Peut-être. Et il y a d'autres choses qui peuvent être possibles, c'est les taxes à Montréal, qui augmentent de façon incroyable avec la vitesse grand V. Oui, la vitesse grand V. Donc, je me pose la question, comment se fait-il? Mais là, on dépasse, là, on ne parle plus d'une dizaine de mille. Non, on parle d'une 50aine de mille que Montréal diminue sa population. Moi, j'aime mieux mettre ça sur le dos. Peut-être des fois, peut-être que les gens disent, là, Montréal, j'en ai mon voyage pour différentes raisons. Certains, c'est pour les pistes cyclables. On ne partira pas sur un sujet. D'autres, c'est pour d'autres raisons. D'autres, c'est peut-être, justement, la COVID. Tout est fermé et à Montréal, c'est appliqué à la lettre, car à Montréal, c'est unanime. Peu importe l'élu à Montréal, c'est automatique. Je vais aller plus loin que ça. Rappelez-vous que la première fois qu'on exigeait le masque, François Legault, au Québec, était prêt à le faire et l'annonçait dans quelques semaines. C'est la mairesse de Montréal qui a dit non, c'est tout de suite et nous autres, on l'applique. Et François Legault a été obligé de suivre le rythme de la mairesse de Montréal. Ne vous demandez pas si ça irait mieux ou pire, mais une chose est certaine, l'ensemble des élus de Montréal sont en total accord. La mairesse de Montréal a dit que tous les employés de Montréal, maintenant, est-ce qu'elle va appliquer sa promesse? Je ne sais pas. Mais tous les employés de la ville de Montréal doivent être vaccinés et ceux qui sont près de la population, dont les policiers, pompiers, maintenant, on va voir si ça va être appliqué ou pas. Mais tout ça pour vous dire qu'il y en a plusieurs qui ont quitté Montréal. Bon, je ne cherche pas la raison, mais énormément. Tout ça pour vous dire que moi, je pense qu'il y a également une bonne partie du fait que ça coûte cher à Montréal. Oui, c'est vrai que ça coûte cher. Ça coûte cher. Bien cher. Et il y a plusieurs choses qui pourraient être faites de façon à aider
améliorer les services dans différents quartiers de Montréal, qu'on appelle ici des arrondissements. Et il manque énormément d'attrait, à mon avis. C'est bien beau de dire on va faire des pistes cyclables, on va éliminer toutes les automobiles. Puis s'ils ne sont pas contents, bien, on va les écœurer, comme ça, ils vont s'en aller, ils vont vendre leur auto. C'est pas une façon de gérer. À mon avis, c'est pas une façon de gérer. C'est de la façon que c'est géré. Et que voulez-vous? Je le dirai jamais assez. La mairesse de Montréal a gagné. Et ça va être comme ça, et ça va être comme ça pour un autre 4 ans. En passant, les gens qui font le calcul là, depuis tout à l'heure, 38 de la population a voté, OK? Je vais vous le dire. C'est 19 de la population de Montréal qui a voté pour la mairesse en place. C'est un nouveau record, ça aussi, ça ne s'est jamais vu. Ça veut dire qu'il y a 81 de la population de Montréal qui n'a pas voté ou n'a pas voté pour la mairesse actuelle. Bon. Là, je veux pas trop en dire aujourd'hui, mais j'avais dit que je commençais à en parler. Alors, je veux juste parler de l'augmentation des taxes aujourd'hui et de la taxe de mutation. Augmentation de taxes, on va y aller rapidement. Il y a eu une promesse qui a été faite, on n'augmentera pas les taxes de plus de 2 Oui, j'ai pas de trouble avec ça. Sauf que quand tu fais passer le bureau de l'évaluation puis tu augmentes toute la valeur des maisons, toute la valeur des propriétés et toute la valeur... Vous me suivez? T'as beau monter de 2 si tu augmentes la valeur de tout le monde... Vous me suivez? Je ne sais pas besoin de finir ma phrase, hein? C'est plus 2 là. Si on augmente la valeur du parc immobilier, ça veut dire que toutes les propriétés prennent de la valeur, tout le monde est... Hop, tout le monde monte en valeur, on va juste vous augmenter de 2 Oui, bien 2 de 500 000 c'est pas la même chose que 2 de 900 000 En fait, c'est 2 Il n'y a pas de mensonge là. Tout le monde l'avait vu passer, hein? Évidemment. Non, pas sûr que vous l'avez compris, celle-là. Il y a 19 maires. Chaque arrondissement, ça compte pas. C'est une autre affaire. Eux autres aussi, on le doit augmenter. Mais là, ça compte pas. On appelle ça la ville centrale. Oui, mais nous autres, on en a 19. Fait que là, les 19 autres, ils vont. Fait que là, je veux juste faire un petit calcul rapide que j'ai pas terminé, mais j'aimerais mieux le dire tout de suite à certains arrondissements que ça va être drôle quand je vais tomber là-dessus. Parce que... si je ne me trompe pas, la hausse de la taxe et de services, selon le conseil d'arrondissement, il y en a quelques-uns qui vont en trouver moins le fun, ça. À La Salle, 3,6 l'île Bizarre, Sainte-Geneviève, 34 Saint-Léonard, 10 Sud-Ouest, 3,9 ça c'est proche de 4, hein? Ben oui. Villeray, Parc Extension, 3,9 Pierrefonds, 8 Comprenez-vous? Il n'y a personne qui a menti. Sauf qu'il n'y a plus de journalistes. On a juste des chroniqueurs et l'ensemble des chroniqueurs de tous les médias traditionnels sont de la gauche. Je retiens mes paroles. Sont de la gauche pour la plupart. Il y en a un maudit paquet de l'extrême gauche. Et eux autres, ça fait leur affaire. Ça fait leur affaire, c'est pas grave. Nous autres, on est subventionnés. Nous autres, on fait des salaires, c'est incroyable. Fait qu'on s'en calique. Tu sais, Kéran parlait comme ça? Non, je ne le regrette pas et j'assume ce que je dis. C'est triste d'avoir des chroniqueurs et chroniqueuses. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus personne qui évalue correctement comment est-ce qu'on peut être fier de rester à Montréal. Comment se fait qu'on la perd, cette fierté-là? C'est parce que ça ne sort pas bien. Quelque part, il y en a qui ne font pas leur job. Et venez pas me dire que tout le monde était au courant que le budget était sorti et qu'il y a eu au moins une ou deux bonnes émissions, quelque part aux nouvelles, d'un bon 20 minutes, une demi-heure, pour faire parler la mairesse de Montréal. Je retire mes paroles, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas, c'est vrai. La journée qu'ils ont sorti le budget, elle a dit qu'elle pensait qu'elle avait le COVID. Alors, elle est allée quelque part dans sa maison pendant 14 jours. C'est incroyable. C'est incroyable. On parle du moteur économique du Québec, de l'argent des contribuables qui, d'ailleurs, payent 63 du budget que je vous ai donné de 6 457 millions. 63
de ça vient directement des taxes. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais Gilbert, elle demande toujours de l'argent au gouvernement, il pourrait y en donner plus. Hey, que ça vienne du gouvernement du Québec ou que ça vienne de peu importe, qui vous pensez qui paye? C'est le contribuable. Et si j'étais maire de Montréal, je m'arrangerais pour que l'ensemble du Québec aime Montréal. Montréal a de l'air d'une quêteuse. Puis si ça continue comme ça, je vous le dis, c'est rien que la première année, là, les élections viennent d'avoir lieu au mois de novembre. Attendez, on va passer pour une maudite quêteuse. Parce que là, actuellement, c'est dans le budget de façon à parler des dépenses et des revenus qui font qu'on appelle ça un budget balancé. C'est déjà prévu qu'on va avoir d'autres revenus en provenance, devinez d'où, hein? C'est clair, gouvernement. 450 millions. Oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais oui, à Montréal, l'administration prévoit déjà, le gouvernement va nous donner. Alors, tout ça pour vous dire que je travaille sur le budget. Je viens de passer au niveau des taxes pour que vous compreniez bien que tout est possible quand on parle de taxes, parce que nous autres, ici à Montréal, on a la chance d'avoir 103 élus. Ouais, 19 maires, 84. Tenez-vous bien, 19 maires, 84 conseillers. On est 2 millions de personnes. 19 maires, 84 conseillers. À New York, il y a un maire, 51 conseillers, sont 8 millions. À Toronto, un maire, 25 conseillers, sont 3,5 millions, 4 millions. Un maire, 25 conseillers. Montréal, 19 maires, 83 conseillers, presque 2 millions. Mais là, on en a perdu 50 000. Là, non. Ici, on n'avance pas, on recule. Je veux finir avec ça parce que je veux recevoir notre invité qui est impressionnant. Impressionnant ce qu'il va nous dire au niveau de ce qui se passe dans le cerveau des jeunes. Quand tu dis à un athlète ou un jeune qui a vraiment l'intention de performer, tu lui dis non, reste assis chez vous, bouge pas. Tu peux plus. On va y en poser quelques questions. Deuxième chose que j'ai regardée à Montréal, la taxe de mutation. Taxe de mutation, ça, c'est celle que toutes les villes disent « Bienvenue ». Puis là, ils t'envoient une facture. Hein? Tout le monde la connaît, celle-là. En campagne électorale, le parti Action Montréal est le seul parti qui a dit on retire la taxe de mutation pour toute personne qui achète à Montréal pour la première fois. Tu ne dis pas à quelqu'un « Bienvenue ». Tu envoies une facture de 8 000 $. En plus, qui vient d'acheter une propriété à Montréal, il a décidé qu'il aimait Montréal. Montréal, il envoie « Bienvenue », 8 000 ou 10 000. Non. Alors, le parti avec lequel j'étais, Action Montréal, c'était clair. Garde. On va regarder le budget correctement une fois élu, mais on peut déjà faire de la promesse que toute personne qui achète pour la première fois de sa vie une propriété à Montréal, on ne dira pas bienvenue en y envoyant une facture. Bon. Taxe de mutation. Budget 2022. Projet Montréal. Non seulement on ne l'enlève pas. Puis là, il faut comprendre que, j'ai commencé en vous disant, les maisons prennent de la valeur. Si j'augmente les taxes de 2 puis là, c'est pas, on va monter la valeur des maisons, qui est peut-être tout à fait normal. Donc, le 2 la valeur nette du montant est plus élevée. Hein? On se comprend si le montant est plus haut. Bon, taxe de mutation, même chose. Non seulement on ne l'enlève pas, non! Plus tu payes pour acheter une maison à Montréal, au lieu de 500 000, maintenant, ça va être toute personne qui achète à l'entour de 2 millions de dollars, on va relever la taxe de mutation, on va augmenter son taux parce que tu peux payer plus cher, donc on va te charger plus. Autant, on va te dire bienvenue avec un sourire plus large. Le chèque va être plus. Tu vas avoir à payer encore plus. On peut-tu arrêter de pénaliser?
Moi, ce que je trouve triste, là, c'est que de plus en plus, on regarde une personne qui a réussi dans la vie, et là, je ne veux pas qu'on fasse de lien avec quelqu'un qui a fourré le système. Comprenez que là, ça serait beaucoup trop de monde. Je pense qu'il y en a plusieurs qui essayent de le fourrer de ce temps-là. Blague à part, pourquoi pénaliser quelqu'un qui a réussi ou quelqu'un qui va acheter une belle grosse maison? Surtout qu'actuellement, à Montréal, les valeurs augmentent. Fait que là, tu dis, OK, mais une personne qui dit, je vais acheter une maison d'1,5 million, ah, ben là, tu la payes plus cher, donc on va augmenter la taxe de bienvenue parce que toi, tu es capable de payer plus cher, fait qu'on va te charger encore plus cher. Celle-là, je ne la comprends pas. Pourquoi pas? Regarde, au moins, laisse le taux exact. Tant mieux. Pensez-y 2 minutes et sans insulte à personne. Tant mieux si quelqu'un qui a plus d'argent est capable d'acheter à Montréal. Êtes-vous conscient que c'est sûr que dans son environnement, il va favoriser d'aller à son supermarché, son restaurant, son blablabla, blablabla, puis économiquement, il va peut-être aider, hein? Non? Mettons. Il me semble que tu ne le planes pas avant. Moi, j'essaye de comprendre la gauche. J'ai tellement de misère avec ça, là, de plus en plus. Je ne suis même plus capable de regarder le principe dans lequel il fonctionne. On va s'occuper de tout, mais il faut qu'on vous charge le plus cher possible. Tout ça pour vous dire que je viens de le commencer, le budget. La semaine prochaine, je vais y revenir, ou la semaine qui suit, parce que la semaine prochaine, peut-être qu'on va revenir avec ce que je disais au début de l'émission, BlackRock, Vanguard, ce qui est en train de se passer justement au sein des administrations municipales et provinciales et fédérales dans différents pays. Là. La puissance de certaines compagnies, c'est tellement intéressant. Alors, on continue. On va prendre une petite pause de 1 minute et je reviens tout de suite avec notre invité Daniel Saint-Hilaire. Ça, c'est pas bon, hein? On est de retour. Deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de recevoir... J'ai essayé de trouver... C'est un athlète qui a été au niveau canadien à différents... En résumé, en plus d'être athlète, moi, ça me fascine à chaque fois que je dis ça. Il a sauté 2,11 mètres, saut en hauteur en athlétisme. Je ne sais pas si vous le savez, c'est haut en Titi. En plus, il a été entraîneur de plusieurs athlètes. Et c'est là que j'introduis Daniel Saint-Hilaire. Salut, Daniel. Et là, Daniel, vas-y, parce que là, je ne suis pas capable de le dire. Là. Dis-moi, tu as entraîné... Attends une minute. Tu as été athlète jusqu'en quelle année? Écoute... Je savais que ça... Jusqu'à l'entour de 1978, à peu près. OK. Et là, après ça, je me trompe, je ne veux pas me tromper, mais plus que 30 ans, entraîneur? 50 ans, à peu près. C'est incroyable. J'ai commencé à 18-19, puis j'ai fini... Aussitôt que tu as fini la période Oui, parce que je me suis blessé le 2 novembre 1974. Okay. En jouant au basketball, là, stupide, j'aurais pas dû faire ça. Là. Okay. J'ai sauté à hauteur. Et puis, mon entraîneur m'a dit, ben là, j'étais dépressif à la maison. Puis il m'a dit, hey, tu vas venir m'aider. Là, je suis arrivé avec mes béquilles, puis j'ai aidé. C'est comme ça que j'ai commencé à coacher un peu. Là. Puis après ça, je suis devenu entraîneur. OK, après la blessure. Oui, j'ai eu une blessure. Puis j'ai essayé de revenir, puis j'ai pas de capable. Moi, je suis certain qu'il y a des athlètes qui vont dire il arrive à rien pour rien. Daniel a été notre aide au maximum. Combien d'Olympiques tu as participé en tant qu'entraîneur? 5 Olympiades. Écoute, on va commencer avec la 6e, je ne la compte pas. En 1976, je travaillais pour le COJO, Comité olympique. Donc, ici à Montréal. J'étais là, je m'occupais de rebillard, piste d'entraînement pour les athlètes. OK? Ça compte pas.
Mais j'ai commencé en 84 à Los Angeles avec Alain Metellus. OK, sauteur-hauteur. On va en parler tout à l'heure, monsieur. Oui. Metellus. En 84, en 88, avec le seul et l'unique Bruni Surin. 88, des Jeux de Séoul en Corée du Sud. 88. Metellus, c'était à la hauteur. Surin, c'était à la longueur à l'époque. OK, donc en 88. Après ça, j'ai fait 96 pour la Malaisie. Avec Watson Niembek. Dans un autre pays? Oui, je me suis expatrié pour plusieurs raisons. OK. Pour gagner ma vie, surtout. Pour mettre du beurre et du pain sur la table. Là, je suis rendu à 96. Après ça, là, on est en Malaisie. Oui, avec Watson Niembek. OK, le Flying Dayak. Il venait de l'île de Bornéo. Lui, c'était athlétisme. Ses grands-parents, c'était des coupeurs de tête. Hein? Il y a des headhunters en Bornéo. Donc, il entraînait ce gars-là. Mais c'est le meilleur. Là. Athlétisme, toujours. Athlétisme, 100 mètres, lui. OK? Hein? 100 mètres? 100 mètres. On parle de 96. 2000, Kwaku Boateng, recordman du Québec avec 2,34 m en hauteur. Et Ian Lowe, 8,19 m en saut en longueur. Donc, deux sauteurs. C'est quoi, combien, celui, le saut en hauteur, c'est quoi son nom? 2,34 m. Kwaku Boateng. Kwaku. Qui veut dire, je pense, samedi. Quel pays? Ghana. Il vient du Ghana. OK. Donc, je l'ai pris ici, là, parce que j'étais revenu au pays. Puis il a fait 2,34 m, 7 pieds 8 et demi. Hey, c'est haut en tabarouette. 7 pieds 8 et demi, c'est quasiment le plafond chez vous, là. C'est 8 pieds le plafond. Ben, lui, il a sauté 7 pieds 8 et demi. Wow! Et Ian Lowe. Lui, Ian Lowe, c'est un gars saut en longueur, originaire des Barbades. Il est né à Montréal, mais originaire, okay. Ses parents de Barbade. Et lui, là, on était en quelle année? On était en 2000. 2000. Ben, 2004, avec Nicolas Macrozoneris, un Grec. Ben, sa mère québécoise, son père grec, il est né à Montréal. Ça, tu les entraînes, toi, ici? Athènes. Oui, tu les entraînes ici au centre Claude Robillard. Je les entraînais. Et là, oui, j'ai compris. Tu les entraînais, mettons. Et là, tu vas aux Olympiques en Grèce. Oui, c'est ça, à Athènes. Ça, puis Nicolas parlait 3 langues, le grec, le français, l'anglais. C'est gagné une médaille, ce gars-là, il était milliardaire. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il aurait pu faire son autopromotion. Il parle 3 langues en Grèce, un Canadien. Hey. Est-ce que c'est le. Il est beau, hein? On le voit-tu bien? C'est un vintage, écoute. On le voit-tu bien? Montre, regarde ça. C'est le. Écoute, tu peux mettre plus haut, là. Regarde. C'est où? Ça, c'est le manteau de. Oui, c'est le même manteau que Ben Johnson avait puis Bruni Surin avait. C'est en 88, ça veut dire qu'il y a 33 ans. Il a l'âge du Christ, le manteau-là. Puis je l'ai gardé propre parce que c'est un bon souvenir. Puis je l'ai mis aujourd'hui parce que on parlait des athlètes, puis des Jeux olympiques, des exploits, puis j'ai quelques la photos. jeunesse. J'ai quelques photos pour voir là, si toi, tu es capable de replacer ça. Je te la montre rapidement, puis après ça, je la mets à l'écran. Alors, toi, tu es capable de nous dire... À l'époque où Bruni Surin était un sauteur en longueur, ça, c'est dans le bout de 87-88. Bruni Surin, sauteur en longueur, il s'approche à sauter, là, à arriver à la planche d'appel, puis il va s'envoler. On l'appelait l'oiseau. Justement, comme... Bruni Surin? Ah oui, c'était l'oiseau. Et quand il sautait en longueur, il volait. Ah oui. Là, je reconnais l'entraîneur et l'athlète. Oui, un petit peu plus jeune. Là. Ça, c'est justement Bruni Surin avec moi, devant le stade des Jeux olympiques de Séoul, en Corée du Sud. Très beau stade, hein, comme un gros F, là. Hey, il n'y a pas de toit, celle-là. Il n'y a pas de toit. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Ça, j'imagine que... Oups! Ça, c'est un montage parce qu'à l'époque, je faisais tout. Hein. Je massais. C'est toi qui fais ça, ces montages-là? Puis pour vendre Bruni, je faisais des montages comme ça. Puis je prenais des articles, je voyageais avec lui dans le monde. Je prenais des articles, puis je découpais les... il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'ordinateur dans ce temps-là. Non. Là, c'est collé, là. C'est collé, c'est du copie-collé. Puis c'était des titres de journaux en italien, en espagnol, en français, en anglais, un peu partout dans le monde. Tu sais. Décrit tout le tour. Ouais. Ah, boy. Puis là, tu es entraîneur. Là, c'est toi qui fais la promotion. Je faisais le marketing, puis je vendais Bruni, puis aller chercher des 100$ par-ci, par-là. Celle-là, je trouve que c'est sympathique de l'avoir apporté. On a reçu ici à l'émission différents athlètes, et ça, c'en est un. Là, on a de la difficulté à le voir, mais la personne qui est ici, lui... On l'a reçu ici à l'émission. Tu le connais très bien. Tu t'es entraîné avec. J'ai eu l'occasion de le recevoir ici. Mété. Oui, Mété, on l'appelle Mété, comme dans Saint-Joueur du Canadien. Mété. Mais c'est Metellus. Metellus. Alain Metellus, ça m'a pris 3 ans à prendre son nom. Je l'appelais Mitulus. Puis, souvent, mes athlètes, ils viennent dans d'autres pays. Hein, puis ça me prend une période d'adaptation, puis juste me souvenir des noms. Comme Kwaku Boateng, c'était spécial. Mais lui, Metellus, la photo, là, c'est comme Karate Kid. Hein? C'est un petit peu ça, lui, Metellus. Il y avait un bandeau à la Karate Kid. Puis là, il est en train de se concentrer. Il est en train de faire ce qu'on appelle de la visualisation.
Cette photo-là a été prise dans les années 83-84 à Toronto, devant l'hôtel de ville. Il y avait une compétition qui s'appelait le Canada Day High Jump. On peut-tu voir la photo, André? Ah, tiens! Et là, il est en pleine concentration. Il est en train de visualiser. Puis là, il y a un ruban sur le front. C'est pour ça que tu l'appelais le Karate Kid. C'était comme Karate Kid. Là, OK. Il était prêt pour le combat. Il y en a une, elle est bonne, celle-là. Ah oui, donc. Oublie-la pas, celle-là. OK, j'y vois. Ça, c'est symbolique. C'est un timbre olympique, OK, avec notre force au Canada depuis, écoute, peut-être 70 ans, c'est le saut en hauteur. Hein. On a même des champions olympiques, là. Derek Drouin, championnat du monde, c'est un Canadien. Puis ça, c'est Robert Forgette, Claude Farang, 2 Québécois, et Greg Joy sur le thème olympique. Puis Greg Joy, il a gagné la médaille d'argent aux Jeux olympiques en 1976 à Montréal. Ça. Toi, as-tu le timbre? Je pense que je l'ai, oui, je l'ai le timbre. Là, je l'ai agrandi, là. Et puis, il pleuvait, hein, le stade n'était pas fini, le toit n'était pas fini. Puis Joy avait gagné médaille d'argent quand même. Et l'Américain Stones, le favori, est arrivé de 3e. Mais il pleuvait à Sioux. Dernière photo. Après ça, on va te poser des questions. C'est qui, ça, en haut? Ça, c'est Bruni-Surin à Séoul. Lorsque Bruni ne s'était pas classé pour la finale en saut en longueur, j'avais dit il était down. Hein? Dans le village, je disais hey, ça te tente-tu de te faire lever par une main par quelqu'un? Là, il me regarde, il dit par une main par quelqu'un. Il dit oui. Il dit OK, c'est à soir à tout à l'heure. Donc, Bruni-Surin s'est fait lever par le maître en méditation qui travaillait aux Nations Unies, Sri Chinmoy, qui l'a levé. Chinmoy avait choisi 777 personnes pour un événement qui s'appelait Lifting Up the World. Il levait le monde. Il prenait des personnalités, là, aux Jeux olympiques, là, puis il élevait. Puis après ça... D'une main, il l'a levé. Oui, bien, il l'a levé, tu as vu, c'est un échafaudage, là, mais il l'a levé d'une main, puis il y avait une photo. Puis après ça, on recevait une médaille, puis il y avait un poster qui s'est fait avec les 777 personnes. Et on avait un album photo, parce que lorsque tu t'approches de Sri Chinmoy, c'est un maître à méditation-là, il y a des photographes qu'on ne voit pas. Mais quand tu arrives chez vous, mettons, une semaine plus tard, tu as un gros scrapbook, tu as plein de photos de tabarouette. C'est une bonne méthode de garder un instant qui est arrivé éternel. Oui, c'est ça. Tu l'as rencontré, mais il y a des photos que tu reçois, puis là, tu montres à tes amis. Donc, l'instant, c'est magique, ça continue. Daniel, merci. J'aime ça, moi, te recevoir. C'est pas la première fois. Tu es rendu un ami de la maison, un privilégié qu'on a un grand plaisir à recevoir. Puis à chaque fois, tu nous c'est un honneur pour moi de venir ici. Non, mais c'est un honneur. C'est un honneur pour Lux Média de te recevoir. Tu as tellement d'histoires à raconter. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre que tu as entraîné 50 ans. Ta retraite, c'est il y a juste avant la pandémie. Au mois de, on va dire, mai-juin 2021. En plein dans la pandémie, tu as pris la décision. Oui, j'avais toutes contraintes. J'avais des menaces et des contraintes. Bon. Et là, je ne voudrais pas aller dans le sens là, de, justement, mais, on reste positif. Oui, j'aimerais ça que tu sois positif, bien que ce n'est pas positif le sujet qu'on va aborder. Non, mais je vais commencer avec une chose. On a ici, on a reçu le journal d'une athlète qui est décédée au soccer. On l'a à la télévision. Au football, la gardienne de but Aurélie Ange décède d'un arrêt cardiaque. Et c'est pas encore dit ouvertement dans les médias et ce n'est pas non dit non plus dans les médias. Elle est vaccinée et ce ne serait pas longtemps après. Je ne veux pas aller trop loin sur ça, mais ça t'a ouvert la porte à ce que tu essaies, avant d'arriver à ça, si tu veux y arriver, j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce qui passe dans la tête d'un athlète. T'en as entraîné, tu as dû en entraîner à 12, 13, 14, puis tu as dû en entraîner jusqu'à 20, 21, 22, 23, 24. Perte de 2 ans. Quand on dit à un jeune, OK, tu t'entraînes plus, tu ne peux plus. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète? Premièrement, tu n'as pas le droit de perdre ces années-là. Tu n'as pas le droit dans un développement athlétique, sportif. Tu n'as pas le droit. Okay? Parce que ces années-là ne reviendront plus jamais. C'est comme un espace-temps. Il y a des exploits, il y a des records, il y a des voyages, il y a des expériences, il y a des amis que tu n'as pas eus dans ton espace. Ça fait partie du passé. Mais ces jeunes-là avaient tout visualisé dans le temps, se développer. Et se développer pour atteindre des carrières nationales et internationales. Puis ces gens-là sont dépressifs. C'est comme si tu dirais à un musicien, tu n'as plus le droit de jouer de la musique. Un poète, tu n'as pas le droit de composer de la poésie. Souvent, les gars,
Tout le monde. Un lover, là, tu fais plus l'amour. À un parleur, tu parles plus. Essaie de ne pas parler pendant une semaine, mais c'est ça. Essaie de ne pas parler pendant une semaine. Eux autres. Tu viens de dire que tu as entraîné jusqu'à... tu as arrêté en 2021. On était à l'intérieur de ça. Il y a eu une petite période où, on a le droit d'entraîner. Tu en as vu des athlètes? Tu en as vu au niveau canadien? Ouais. Hein? Tu en as entraîné? Tu étais encore entraîneur à Claude Robillard? Ah, je suis plus entraîneur. Là. Non, à tu l'étais jusqu'en 2021. Ça, Le sentais-tu, le changement? Oui, c'est sûr. Tu vas-tu jusqu'à dire que ça frisait la dépression? Ça faisait ridicule la dépression. Ouais. Écoute, à la fin, là, j'avais plus le droit d'approcher mes athlètes moins de 2 mètres. Moins de 2 mètres, là. Oui. J'avais pas le droit d'y toucher. Moi, j'étais un toucheur. Hein. Donne-moi ton coude. Je vais le lever là. Hey, ton genou. Lève ton genou. Ben, c'est le rôle d'un entraîneur, oui, là. C'était proche. Puis là, j'ai senti là, que mes athlètes, ils étaient plus là. Ils étaient déconnectés. Puis moi, ça me frustrait. Et puis là, après ça, j'ai décidé de ne pas embarquer dans ce monde-là, dans ce monde délirant-là. Et puis ce qui est arrivé, c'est que, par exemple, mon propre fils, il a fait peut-être 3 dépressions en 2 ans. Là. Tu sais, comme je t'ai dit, un poète. Ton fils, d'ailleurs, lui, il saute plus haut. Il saute plus haut que papa. Oui, il saute 2,13 m, il saute 7 pieds. Mais je dis par là, c'est que puis, mon fils a perdu des amis. Il y a eu des suicides, il y a eu des amis qui sont morts. Il y a eu des gens qui ont abandonné. Ça, c'est pas des histoires puis du candidaton, là. Non, il y a eu une augmentation de... C'est sûr, mais c'est parce qu'ils le disent pas, ils le cachent. C'est sûr qu'ils le cachent. Là. Mais même la fille, la gardienne de but en Europe qui est morte, ils vont pas le dire, là. Et qui font des autopsies, puis là, la famille, bien, on aimerait ça garder. Ben, mettons que c'est étonnant. Respecter la famille, mais tabarouette. Ouais. C'est arrivé. Regarde juste... des joueurs de soccer, rien qu'à soccer en Europe, il y a eu à peu près entre 300 et 400 problèmes cardiaques, là, puis plusieurs décédés. En Australie, les internationaux, il y en a eu 3 joueurs qui ont été obligés d'arrêter. Ils ont soit des thromboses, des myocardies, des péricardies, des problèmes cardiaques. Il y en a eu des... On parle de l'Union d'Australie. Oui, d'Australie, celui que Djokovic a participé. Il y a eu une ramasseuse de balles, on appelle ça un coureur de balles, là, Une coureuse de balles. Coureuse. OK, je vais te dire... Pas de S à balle, coureuse de balles. Coureuse de balles. De balles, ouais. Qui a eu des problèmes au niveau cardiaque. Les joueurs ont arrêté de jouer pour aller la chercher. Écoute, tabarouette, mais c'est parce que il y a beaucoup comme ça. Là, il y a du non-dit. Non, mais là, attends une minute. Là, il y a secret pour personne. En Australie, Djokovic ne peut pas participer tout simplement parce qu'il n'a pas été vacciné. Ouais. Donc, c'est clair que l'ensemble du tournoi, l'Union d'Australie, tout le monde est vacciné. En théorie. Oui. En théorie. Bien, en théorie. C'est parce que les parents à Djokovic, ils disent qu'il y en a qui ont peut-être réussi à passer à travers le filet, en tout cas. OK. Les parents à Djokovic, hein. Ils ont un parti pris, tu vas dire. C'est bon. Bien, c'est ça, c'est que, écoute, tu peux pas... pour moi, c'est un crime d'avoir empêché les gens. Surtout qu'on sait que le sport... Un jeune de 2 ans, là, Ça va être 2-3 ans, oui. Mais... tu manques carrément un espace olympique dans ta vie, là, quand tu t'entraînes. J'en ai entraîné un qui s'appelle Émeric Bayard-Fournier. Oui. T'as tout le temps dans les top 3 au monde. Lui, c'est pas un décathlon, ça? Non, il fait du saut en longueur, triple saut, des haies, mais c'est surtout un sauteur en longueur. Okay. Le gars, il était tout le temps dans les 3-4 au monde. Il n'a pas été nommé, lui, l'athlète de l'année? Oui, il a été nommé Sport Québec. Il a tout eu. Il était au Jeu du Québec. Il était le poster boy, c'est le Jeu du Québec. Ce gars-là, les années qu'il a perdu, là, parce que cadet, mettons, c'est genre 14-15 ans, juvénile, 16-17, junior, 18-19. Quand tu perds tes années cadet ou juvénile, tu peux plus retourner cadet, là, tu le sais. Mais non, t'as pas un vétéran, toi, oui. D'athlétisme. Tu peux pas revenir dans le passé. Non. Dans tous les records qu'il aurait pu faire, puis gars, s'il y avait eu ça dans le temps, là, dans les années 80 75, là, il n'y aurait peut-être pas eu de Bruni-Surin, il n'y aurait peut-être pas eu de Métellus, parce qu'il n'aurait peut-être même pas fait. Il n'aurait même pas eu de sport à l'école. Je les aurais même pas vus. Oui. C'est ça, je te dis, c'est un crime. Puis là, je demande à Isabelle des suggestions, des recommandations. Oui. J'aimerais ça qu'Isabelle Charret, qui est responsable du sport, là. Ça, c'est Isabelle Charret. À ceux qui se posent la question, Isabelle Charret, c'est la ministre des Sports et Loisirs du Québec, nommée par... Une Olympienne. Une Olympienne. Elle a gagné des médailles olympiques. Elle est dans quel comté, elle? Ah, je sais pas, mais t'es avec la CAQ, OK? Oui. Ah oui, OK. Tabarouette! Elle fait quoi? Que tout le monde la situe. Elle fait quoi? Okay. Elle sait, elle? Non. Comment dire ça, la ligne du parti? Femme ta gueule. OK, mets-toi de backbencher. Non, elle devrait faire de quoi? OK, après ça, Pierre Lavoie.
Il fait des belles choses. Pierre Lavoie, c'est celui qui dit à tout le monde, faites de l'exercice. Oui, il y a ça, des subventions du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait, tabarouette? Pourquoi tu ne se lèves pas et que tu ne déchires pas ta chemise? Et on sait que le sport améliore le système immunitaire, tabarouette. Les athlètes se font du bon sang. Du bon sang. Ça veut dire que tu as du bon sens. Ça veut dire que quand tu fais du sport, tu as des endorphines. Endorphines, c'est quoi? C'est l'hormone du bien-être. Ils se sentent bien, mais là, ils l'ont pas, les jeunes. Là, ils se font du mauvais sang. Puis là, ils sont malades, ils sont dépressifs, puis ils ont des pensées suicidaires. Stromae, connaissez-vous Stromae? Le chanteur belge là, d'origine africaine? Oui. Il vient de sortir un album. Là. Écoutez ça, là, il parle de ça. Il parle qu'il y a eu des tendances suicidaires. Ils ont tous eu des tendances suicidaires, nos jeunes. OK? Mais lui, il en parle. C'est le premier peut-être artiste qui en parle. Stromae, écoutez ça. Hein, André, tu me mettrais ça de bonne foi comme musique. Et puis, tu as aussi Laurent Duvernay-Tardif. Le docteur sportif. Là, Laurent Duvernay-Tardif, ça, c'est le joueur de football. Oui, un snapper, là. Oui. Lui, là, c'est une vedette. Il sourit tout le temps. Il l'appelle M. Sourire. Oui. Hein, ça me fait penser à, je ne veux pas te reprendre, mais Jean-Luc Brassard. Ben ouais. Jean-Luc Brassard, en ski acrobatique, qui a gagné les. Oui, mais lui, des fois, il parle. On l'appelait M. Sourire. Il parle des fois. Il parle des fois, mais j'aimerais ça. Tu as bien raison, Jean-Luc. Jean-Luc, il devrait parler. En fait. Oui, j'aimerais ça que Laurent Duvernay-Tardif se lève avec ses C'est vrai ce que tu dis 6 là. pieds 5, 320 livres, toc, sur la table, devant le gars, la table, elle va casser, peut-être. Le gars va se retourner, mais il va peut-être l'écouter. Laurent, réveille. OK. Chantal Petitclerc, olympienne, sénatrice à Ottawa, même affaire. On a des vedettes dans le sport pour défendre nos jeunes. Moi, je suis juste un ex-entraîneur. OK? Mais toi, là, t'es pas celui qui essaye de chambarder l'ensemble du système. Là, ce que tu dis là, c'est en fonction de hey, on le sait que ça n'affecte pas réellement les jeunes. Tu fais du sport. Ouais. Non. OK, non, je comprends. Hey, il y a un jeune. T'as entièrement raison. Il y a un ami à mon fils, dans le temps que le couvre-feu était à 20 h, il s'entraînait dans le bout de Sainte-Thérèse, dans le parc. Tabarouette, les policiers ont arrêté l'auto, ils ont couru après. Mais c'est un coureur de 800 mètres, il n'a jamais rattrapé. Il a appelé mon fils, hey, ils ont couru après moi. Come on! Tu vas courir après quelqu'un qui essaie de rester en santé, toi, pendant qu'il y a un problème? Il est tout seul dans le parc le soir, il est 8 h. Oui, puis il fait son jogging. Ça n'a pas de bon sens, c'est illogique. En tout cas, c'est complètement illogique. Là, nos jeunes, pas de sport-études, pas de ci, pas de ci, pas de ça. Hey, comment? Là, as-tu des nouvelles de quelques-uns de ces athlètes-là? As-tu un suivi, même après 45-50 ans, entraîneur? As-tu quelquefois un athlète qui t'appelle ou t'appelle un athlète? Ah, j'en ai, j'ai Darwell qui m'a appelé il y a 2 jours. Là. Darwell, ça, c'est saut en hauteur. Oui, il m'a demandé comment ça allait. Je lui ai dit, ça allait pitouiller, mais tu sais, il travaille un peu. Je fais rien. Ils font rien, ça. Tu sais, je te dis. Là, mec, c'est un gars, tu l'as connu. Ah oui. Écoute, il était classé 17e il y a 3 ans, 4 ans, championnat canadien junior. Il est arrivé 3e. Il a performé quand c'était le temps, lui. Il était classé loin. Ce gars-là, il serait peut-être rendu. Là, son meilleur, c'était à peu près 2,4 m, 2,5 m, dans le temps. Mais il serait peut-être rendu à 2,15 m, 2,20 m. Non! Non! Là, on vient de stopper une carrière. Puis là, il va faire d'autres choses. Ah ben ouais, puis il serait plus récupérant, peut-être. Il va peut-être avoir pris du poids, je ne sais pas, tu sais, mais ces athlètes-là, c'est perdu souvent. Perdu. Cette valeur, parce que les abeilles charrettes de ce monde. Oui, gêne-toi pas. Ben, elle s'est pas levée. Puis moi, je me suis levé, gars, je suis venu aujourd'hui, là, j'en parle. Mais j'espère que tu vas avoir 1 million de codes d'écoute. Ah non, mais je pense que c'est clair, puis je suis content que tu sois venu. Je suis content que tu te sois déplacé pour venir nous dire qu'effectivement, on ne le réalise pas, mais 2 ans ou peut-être 3, c'est toute une carrière. Hey, ces athlètes, ils ont de la peine, ils sont tout seuls dans leur chambre. La porte est barrée, les parents ils ont peur, ils cognent, ça ne répond pas. Des fois, ils écoutent la musique, puis la dépression augmente. C'est dangereux. Il faut les mettre dans le sport, surtout les super actifs, là. Après ça, les gros potentiels. Eux autres, ils ont besoin quasiment de s'entraîner 2 fois par jour. Ils ont trop d'énergie. Puis c'est des gens qu'il faut qu'ils aillent dans le corps, pas dans la tête. Pas de corps, ils ne bougent pas, la tête commence à avoir des mauvaises pensées. Puis là, tendance suicidaire, dépression. Puis après ça, bien, les études diminuent. Ils font quoi? Ils deviennent quoi? Bien-être social? Ah oui, je m'excuse, la SQDC est ouverte. Ah ben là, ben oui! Du pain et des jeux! Oh, du jeu, on va les droguer. Là. Non, laisse faire. Tabarouette, comment? Remettez-les dans le sport, tabarouette. Puis, gars, Charret, Petitclerc, Lavoie. Monsieur Lavoie, Monsieur Santé. Puis le héros, le Superman, il a gagné Super Bowl, une belle bague Super Bowl. Lève-toi un peu. Tellement vrai. Défends nos jeunes, tabarouette. Tellement vrai. Merci d'être venu. Avant de quitter, je termine toujours l'émission cette année, j'ai pris une résolution. Tu sais, on prend toujours... As-tu pris une résolution, toi?
Pas eu le temps, là. OK. Je n'ai pris une résolution pour Pas eu le temps l'émission. d'apprendre. Oui, je vais arrêter de fumer, oui. Pour l'émission. Ah, ça, c'est une Je vais arrêter de fumer. C'est une bonne résolution, ça. À chaque soir, quand J'ai je dors. décidé qu'à chaque émission de candidat, si j'ai un invité, je pose la question. S'il n'y a pas d'invité, je pose la question à tout le monde. OK, je la prends, là. Je vais arrêter de fumer. OK? Tu prends ta résolution, là, devant tout Je le la monde, prends, là? je vais arrêter de fumer. Il faut que j'arrête de fumer. Je vais peut-être te réinviter, là. J'ai commencé à 41 ans, j'ai 68. Donc, Oh, tu as commencé assez tard. 41, Mais c'est quand même, ça fait déjà... Qu'est-ce que c'est le double? Ah non, j'ai pas 82. C'est 27 ans, ça. Ouais. En tout cas, j'ai... Bon, fait que je termine l'émission désormais cette année. C'est ma résolution avec une question que les gens doivent essayer de trouver la réponse. Quand j'ai un invité, c'est l'invité qui essaye de le trouver. Je veux que tu me trouves parmi les 5... J'ai écrit les 10 et toi, il faut que tu m'en nommes 5 parmi ces 10-là. Le nom, quelle automobile, quelle marque d'automobile, sa planète Terre qui est la plus vendue. OK. Moi, j'ai les 10 premières marques d'automobiles les plus vendues. Bon, en ce moment, je là. pose à tout le monde avant que Daniel Saint-Hilaire, en passant, merci Daniel d'avoir été là. Merci à tout le monde. On s'en va pas tant qu'il n'aura pas donné 4 ou 5 marques d'automobiles. C'est ma résolution cette année. J'ai décidé de vérifier des petites questions assez faciles. Je veux que tu me... Je suis nul là-dedans. Essaye de me trouver parmi les 10 sortes d'automobiles vendues sur la planète Terre. Nomme-moi les... Ben, je Nomme-moi exemple, les voitures qui sont dans les 10. Peut-être des autos Plus asiatiques. vendues. Toyota. Ça fait 1. Honda. Ça fait 2. Samsung. Samsung. Pas Samsung. Samsung, pas de trouble avec ça. C'est quoi? On va partir l'imprimante. Non, mais venez, c'est ça que j'ai, moi. Ouais, Hyundai. Hey, il y a de l'écho ici. Hyundai, OK. c'est ça. Bon, là, tu as dit Hyundai. Toyota, Asie, Honda, est-ce que- Hyundai. Là, je fais juste... OK, je t'en donne 2 autres. Là. Je vais te les nommer après, moi. Attends une minute, là. Chevrolet. Chevrolet. OK, Ford. Ford. Bon. Hey, c'est pas pire, là? Ben, je vais te le dire, OK. tu vas le voir toi-même. En passant, c'est une coïncidence, j'ai tombé sur les chiffres et j'ai fait les vérifications nécessaires pour voir dans le temps, dans le passé, jusqu'à 2021. Je vous ferai remarquer tout de suite que la première réaction que les gens vont avoir, c'est « Ouais, mais là, il y a eu une énorme diminution de vente d'automobiles sur la planète Terre. » Vous avez entièrement raison. En 2019-2020, il s'est mis à avoir un ralentissement incroyable de réduction de vente des automobiles. Par contre, le rang reste le même. C'est pour ça que je ne veux pas donner le nombre de véhicules vendus. Mais les positions ont demeuré les mêmes. Alors, voici les 10 marques d'automobiles sur la planète T'as vu, je suis Terre. nul là-dedans. Sur la planète Terre, les plus vendues. Ben, tu crois-tu que les 5 que tu as nommés, tu en as 5 sur 5 parmi les 10? Ah ouais? Ouais. Pas pire. Numéro 1, Toyota. OK. Deuxième, Volkswagen. Ah, tu vois, non. Troisième, Honda. Quatrième, Ford. Cinquième, Nissan. Sixième, Hyundai. Septième, Chevrolet. Huitième, Kia. Ah oui, Kia. Neuvième, Mercedes-Benz. Et on termine avec 10e position, BMW. Merci, Daniel. Merci, Daniel. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai dit que je répondrais à une question qui revient souvent, puis on va la travailler un peu plus pour voir qui contrôle vraiment avec des émissions. Si jamais vous décidez d'encourager ce qui fait toujours plaisir à Lux Média, vous pouvez faire des dons de façon à ce qu'on puisse améliorer la qualité des émissions et peut-être même la quantité d'émissions. Et on l'apprécie énormément. Si vous désirez regarder des émissions qui ont déjà eu lieu, vous pouvez aller sur YouTube ou tout simplement sur Lux Média, notre propre site, et les émissions y sont déposées. Ceux qui veulent voir l'émission qui a été consacrée directement sur Mackenzie, la firme Mackenzie, elle est là, et également l'émission sur BlackRock et Vanguard. Merci d'avoir été là. Merci, Daniel Saint-Hilaire. T'es bon. T'en as eu 5. 5 sur 10, là, il faut le faire. J'aimerais encourager tous ceux qui nous écoutent aussi à encourager Lux Média et le studio parce que c'est l'avenir, justement, des médias au Québec. Okay? Vous avez vu comment ça fonctionne, les médias en ce moment, mais ça nous prend des médias comme ça qui sont indépendants et qui vont monter. Okay? Donc, encouragez-les, s'il vous plaît. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Salut! Pfiou!